Bonsoir à tous et bienvenue pour ce webinaire organisé par la SFSPO, Société francophone des sciences pharmaceutiques officinales, avec le soutien des laboratoires Boehringer Ingelheim. Je suis ravie de vous accueillir ce soir pour parler patients, BPCO et bien évidemment pharmaciens, puisque nous allons parler du rôle très attendu du pharmacien dans le parcours de soins du patient atteint de BPCO. Alors, normalement, je ne devrais pas commencer par me présenter, mais voilà, je vais le faire. Je suis donc Béatrice Cléraz-Mailloux, pharmacienne d'officine installée en région parisienne et coprésidente de la SFSPO. Et pour m'accompagner ce soir, j'ai le plaisir d'avoir avec moi le docteur Hervé Huguel. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes médecin généraliste et vous êtes installé en région parisienne. Tout à fait. Très investi dans le suivi des patients atteints de BPCO. Le professeur Nicolas Roche, vous êtes Bonsoir. pneumologue, chef de service du service de pneumo de l'hôpital Cochin, et vous participez également à l'élaboration des recommandations au niveau national pour la prise en charge des patients atteints de BPCO. Et quand on parle BPCO, je ne peux pas m'empêcher de dire que vous êtes une personne incontournable. Et j'ai toujours plaisir à échanger avec vous sur ce sujet-là. N'exagérez pas, mais merci. Il faut que la soirée se passe bien. Absolument, on va essayer. Voilà, alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais quand même qu'on fasse un petit point sur la nouvelle convention pharmaceutique, puisque en fait, celle-ci a élargi l'honoraire de dispensation pour les packs trimestriels à tous les traitements, hormis bien évidemment les contraceptifs oraux, ce qui va faciliter normalement la dispensation des conditionnements trimestriels. Et on comprend bien l'intérêt de ces conditionnements pour les patients et notamment pour faciliter l'adhésion et l'observance. Et on va voir que c'est un gros sujet, comme dans toute maladie chronique, et on l'abordera ce soir avec vous deux. Alors, l'autre sujet, c'est effectivement l'enjeu particulier des maladies respiratoires chroniques en matière de suivi, avec le bon usage des dispositifs d'inhalation. Et si nous, en officine, on est particulièrement sensibilisés à l'asthme, puisque là aussi, dans nos dernières conventions, les patients asthmatiques peuvent bénéficier d'entretien pharmaceutique à l'officine, eh bien, ça n'est pas le cas pour la BPCO. Et j'ai envie de dire que c'est peut-être un peu le parent pauvre de la pneumo, la BPCO. Qu'en pensez-vous? C'est la première question. D'accord, oui. Là, j'étais en train d'opiner fortement du bonnet, mais c'est très clair que on a, pour être en langage positif, on a une marge de progression qui est grande, et on a besoin de s'y mettre tous. Tous les professionnels de santé qui gravitent autour des patients, de s'y mettre tous pour essayer d'améliorer un peu la situation. Mais on va avoir l'occasion d'en discuter tous Effectivement, et quand on dit tous, c'est bien évidemment avec les médecins généralistes et pas faire ça tout seul dans son coin, chacun de notre côté. Et l'idée, c'est effectivement d'arriver à donner des clés ce soir peut-être pour aller un peu plus vers ce travail collaboratif tous ensemble. Alors, quelles vont être les questions abordées ce soir ? Bien évidemment, le rôle attendu du pharmacien dans le parcours des maladies chroniques et l'adhésion des patients au traitement, les particularités des maladies respiratoires et l'enjeu du bon usage du traitement inhalé, mais pas que. On ne parlera pas que pharmaco et pas que médicaments, puisqu'on sait bien que dans ce genre de pathologie, les mesures générales sont importantes et la BPCO ne fait pas exception à la règle. On parlera sevrage tabagique, vaccination notamment, hygiène de vie sûrement, pollution pourquoi pas. Et puis, évidemment, on reviendra un petit peu sur la nouvelle convention et les modalités de délivrance et toutes les questions qui se posent surtout au regard de l'observance. Alors, professeur Nicolas Roche, c'est à vous que je vais commencer à torturer ce soir. D'abord, est-ce qu'on ne pourrait pas clarifier les choses? Parce que c'est vrai que lorsque nous avons une ordonnance, nous n'avons pas accès au diagnostic pour les patients, sauf si, bien évidemment, on pose la question et que les traitements entre l'asthme et la BPCO se croisent de temps en temps et que de faire un peu le tri dans tout ça, ce n'est pas forcément évident. Qu'est-ce que vous pouvez finalement nous dire pour faire le ménage dans nos têtes et puis pour savoir un petit peu ce qu'il est important en pratique de savoir pour les différencier? Ouais, c'est une question qui est très importante, effectivement. Alors, on peut se la poser tout simplement parce que certains traitements sont communs entre l'asthme et la BPCO. Je pense par exemple au traitement avec corticoïdes inhalés bêta-2. C'est des traitements qui vont aller pour beaucoup d'asthmatiques, pour certains BPCO.
les traitements triples, corticoïdes, bêta-2, anticholinergiques. Ce que vous voyez écrit, je décrypte un peu, CSI, LABA, LAMA, ça veut dire corticoïdes, bêta-2, anticholinergiques. Là aussi, ça peut aller pour certains asthmatiques, pour certains BPCO. Et donc, on pourrait se dire, mais finalement, pourquoi faire la différence? Pourquoi se compliquer les choses? Et en fait, c'est très important. Donc, si je veux résumer ça en quelques mots, quelques phrases, je dirais que sur cette diapo, qui peut paraître un peu compliquée, en fait, vous avez d'un côté, à gauche, l'asthme, de l'autre côté, à droite, la BPCO. L'asthme, le traitement, quand il y a besoin d'un traitement de fond, traitement de maintenance au long cours, le premier choix, c'est les corticoïdes inhalés. Ça, c'est très clair. Pour la BPCO, quand il y a besoin d'un traitement de maintenance, le premier choix, c'est les bronchodilatateurs de longue durée d'action. Très clair aussi. Le corollaire de ça, c'est que, ou le contraire de ça, si on peut dire, c'est que dans l'asthme, je repars à gauche, il ne faut jamais de bronchodilatateurs longue durée seul sans corticoïdes. À l'inverse, dans la BPCO, il ne faut jamais de corticoïdes inhalés seul sans bronchodilatateur. Et donc, quand on présente les choses de cette manière-là, on se rend bien compte qu'il ne faut surtout pas mettre tout dans le même entonnoir et donner le même traitement à tout le monde, puisque la stratégie, même si certains patients, effectivement, vont avoir un traitement triple à la fin de leur évolution, mais le cheminement pour aller du début jusqu'à la fin est complètement différent. Et donc, c'est vraiment très, très important de bien faire autant qu'on le peut la différence. Alors, bien sûr, il y a certains cas où c'est compliqué. Il y a des malades d'abord qui peuvent avoir les deux. Statistiquement, si on regarde l'épidémiologie, on peut se dire qu'il y a 10% des BPCO qui ont un asthme et vice-versa, peu de choses près. Donc ça, c'est vrai. Mais ça veut dire que si j'ai une population de BPCO ou d'asthme, 90%, je dois pouvoir faire le diagnostic de la maladie dont ils souffrent et pas vivre dans une confusion en me disant je ne sais pas ce que c'est, donc je leur donne un truc qui va pour tout. Et voilà. Donc le truc qui est vraiment important, c'est le diagnostic différentiel. Et ce diagnostic différentiel, le message est simple, il est clinique avant tout. Dans 80% des cas, si je vois quelqu'un qui vient me voir avec une présentation bronchique, avec juste la clinique, une clinique simple, basique, je vais pouvoir faire la différence. Je ne nie pas qu'il y ait des cas où c'est plus difficile, bien sûr. Et si on regarde comment faire la différence, vous voyez ici, je ne vais pas vous faire un cours sur le diagnostic différentiel entre l'asthme et la BPCO. Si on est caricatural, l'asthme, c'est une maladie du sujet jeune, allergique, avec des symptômes variables et une fonction respiratoire variable. Voilà, ça pose un peu le cadre. La BPCO, c'est une maladie du sujet moins jeune, pas forcément vieux. Après, vieux, bon, il faut définir, mais pas forcément d'un sujet âgé, mais plutôt moins jeune que l'asthmatique. C'est une maladie qui a des symptômes persistants, à l'opposé de la variabilité. Et c'est une maladie qui va plutôt avoir tendance à progresser, à avancer progressivement, plutôt qu'avec cette variabilité. Et puis surtout, c'est une maladie qui touche des fumeurs. Alors après, il y a des asthmatiques qui fument, donc ça complique un peu les choses. Mais bon, si on a cette espèce de caricature que je viens de faire en tête, déjà, on règle, je disais 80%, je suis peut-être un peu optimiste, mais probablement pas loin de 80% des cas. Et puis après, dans certains cas, nous, là c'est le boulot des pneumologues, c'est quand il y a un doute, qu'on voit les malades, et puis on va avoir des examens un peu plus fouillés que la clinique de base et j'ai oublié de le dire sur la précédente diapo, mais la fonction respiratoire, c'est quand même indispensable pour faire la différence. Et nous, on va pouvoir aller un peu plus loin avec la diffusion, le scanner, de la biologie, etc. Mais tout ça pour dire, le traitement, la stratégie de traitement est absolument pas la même. Et donc, il faut faire le diagnostic différentiel qui n'est pas si compliqué. Alors, je ne sais pas, Hervé, comment tu... Là, je réponds complètement favorablement à ta question. C'est que maintenant, même dans la classification de cette maladie chronique, on sait avant tout de la clinique. Avant, c'est vrai que la classification était que par rapport à la mesure du souffle. Donc, en médecine de ville, on était un petit peu démunis, puisqu'on n'a pas la spirométrie à notre disposition. Donc, maintenant, il est fondamental de faire le distinguo, parce qu'un bon diagnostic, c'est un bon traitement. Et on a à peu près les mêmes médicaments, effectivement, mais avec un ordre d'utilisation et une chronologie qui est complètement différente. Et on va bien voir que ces médicaments, ils ne sont pas anodins. Donc, il ne faut pas que ça soit une perte de chance pour nos patients avec un traitement fourre-tout qui serait, au contraire de ce que l'on veut, une aggravation de leur maladie. Donc, faire le distinguo, c'est aussi adapter un projet de soins personnalisé, spécifique. Et ça, maintenant, on sait que c'est fondamental.
D'accord. Mais donc là, on est rentré tout de suite dans la prise en charge médicamenteuse, dans le traitement pharmacologique. Mais du coup, avant ça, est-ce qu'il n'y a pas des mesures générales et qui sont importantes pour la prise en charge de la BPCO? Oui, bien sûr. Alors, en préambule, je dirais juste un point qui est important pour compléter, c'est qu'est-ce qu'on cherche déjà dans cette prise en charge. Finalement, c'est quoi nos objectifs? Nos objectifs, c'est, en fait, il y en a deux, soulager les symptômes et éviter que ça aille plus mal dans le futur, ce qui veut dire essayer de réduire les risques. Ce qui m'amène au préambule que je voulais dire, c'est-à-dire que en plus du côté choisir le traitement pharmacologique, différencier l'asthme et la BPCO, c'est différencier deux maladies qui n'ont absolument pas le même profil évolutif du tout. Et donc les mesures autres que le traitement médicamenteux vont pas non plus être les mêmes, pas au même moment. Enfin, voilà, donc si on loupe ça, finalement, on va louper le suivi du patient puisqu'on ne saura pas sur quoi s'accrocher. Bon. Donc nous, dans la BPCO, ce qu'on veut, c'est réduire les symptômes, réduire les risques. Réduire les symptômes, c'est que les malades soient moins essoufflés dans la vie quotidienne, améliorer leur état général et améliorer leur qualité de vie, mais ça veut vraiment dire quelque chose pour eux, et qu'ils soient capables de faire plus de choses dans leur vie quotidienne pour qu'ils soient moins handicapés. Quand je dis handicapés, je ne pense pas à des malades en fauteuil roulant pour être caricatural, pas du tout. C'est des malades qui sont forcés de réduire leur activité quotidienne à cause du souffle, et c'est ça. Ça suffit à définir un handicap. Hein. Donc il ne faut surtout pas attendre qu'il soit au 36e dessous. Et puis réduire les risques, ça veut dire éviter les exacerbations, qui sont une grosse source d'altération de qualité de vie, de coûts, etc., et d'aggravation de la maladie. Et puis éviter la mortalité autant qu'on peut. Alors on n'évite jamais complètement la mortalité, on la retarde, donc leur procurer une survie dans de bonnes conditions le plus longtemps possible. Donc ça c'est vraiment des éléments qui sont extrêmement importants. Pour atteindre ça, je le redis, hein, les bronchodilatateurs, éventuellement les corticoïdes inhalés chez certains patients ont une valeur, bien sûr, mais de loin, pas que. Ce traitement, aussi bien le traitement pharmacologique que le traitement général, non pharmacologique, il va falloir l'adapter à chaque patient. Il faut une prise en charge individualisée. On a les moyens de le faire et les mesures générales sont absolument cruciales. Ici, vous voyez sur cette diapo les trois piliers, je pense que le terme est bon, dans la BPCO, c'est sevrage tabagique. En passant, je rappelle, 80% des BPCO sont dus au tabac, ce qui veut dire qu'il y en a d'autres qui ne sont pas dus au tabac, mais bon, en tout cas, 80% sont dus au tabac. Le sevrage tabagique est crucial. La vaccination, maintenant, c'est grippe, pneumocoque, ça, c'est pas nouveau. Covid, c'est un peu plus récent. Et donc, c'est finalement, on a les trois. Tout malade BPCO doit avoir les trois. Et puis, une réadaptation, au minimum un encouragement de l'activité physique, mais dès qu'il y a besoin, c'est-à-dire dès qu'il y a un handicap malgré la prise en charge, on peut penser à une réadaptation. Alors, je vais vous embêter, mais je voudrais qu'on revienne juste un petit peu en arrière sur la slide d'avant, celle-ci, parce que je voudrais vous poser une question. C'est vrai que là, vous parlez de spirométrie. Est-ce que vous pourriez juste nous expliquer un petit peu plus, parce que nous, ces termes, à moins d'être très, très investis sur ces pathologies respiratoires, c'est vrai que ce sont des examens qu'on ne voit pas forcément, mais les patients nous en parlent et on n'est pas toujours en capacité d'expliquer ce que c'est. Qu'est-ce que c'est VEMS? Est-ce que vous pourriez juste vous arrêter, voilà, nous éclairer là-dessus? Avec grand plaisir, si vous me prenez par les sentiments. Donc oui. Donc la spirométrie, c'est l'exploration, c'est la composante de base de l'exploration fonctionnelle respiratoire. Ça consiste à demander au malade, pour faire simple, de prendre une grande inspiration et de souffler le plus fort possible et le plus longtemps possible. Si vous voulez, je peux vous le mimer, mais enfin bon, ça va faire du bruit. Donc, c'est une manœuvre qui est relativement simple, mais qui doit être forcée, vigoureuse, prolongée. Donc, ça nécessite... Il faut guider le malade. Le malade, spontanément, c'est pas quelque chose que vous faites dans la vie courante, j'imagine. J'espère. Et donc, le malade, il va falloir lui montrer comment il faut faire et puis le stimuler. Donc, ça nécessite une certaine expérience pour vérifier que le malade a bien fait l'effort. Donc, c'est pour ça que pour nos collègues médecins de soins primaires et de première ligne, il faut pratiquer régulièrement, sinon on a du mal. Et ça, c'est le seul moyen de faire un diagnostic de BPCO. Le VEMS, c'est le volume expiratoire maximal à la première seconde de l'expiration. C'est-à-dire, c'est ce qui sort quand je gonfle la bloc et que je souffle tout d'un coup très fort, c'est ce qui sort pendant la première seconde. Donc en fait, c'est un volume, mais qui est un débit, puisque c'est un volume par seconde. La capacité vitale, c'est ce que j'arrive à faire rentrer dans mon poumon quand je le gonfle à bloc. En fait, c'est la différence de mon poumon entre complètement vidé et complètement rempli.
Et c'est un peu comme un lavabo, c'est-à-dire que si vous avez un lavabo, le contenu du lavabo, c'est la capacité vitale, donc c'est la quantité d'eau du lavabo. Nous, c'est la quantité d'air dans le poumon. Le VEMS, c'est la vitesse à laquelle ça va sortir. D'accord. Le VEMS sur CV est diminué, ça veut dire que le débit de sortie est plus diminué que le volume de liquide au-dessus, en l'occurrence d'air au-dessus. Ça veut dire, je vous explique un peu le raisonnement, ça veut dire que, en fait, pour diminuer le débit, il y a deux solutions. Soit il y a moins de volume qui fait moins de pression, le débit baisse, soit le conduit est rétréci. Si vous bouchez votre tuyau, même si vous avez plein d'eau au-dessus, eh ben, le débit va être bas. C'est ça qu'on a dans la BPCO. On a un volume de poumon qui est grand, qui est même parfois trop grand, mais par contre, ça ne coule pas parce que c'est bouché. Donc voilà. Mais ça, on ne peut le savoir qu'avec une spirométrie. Malheureusement, on n'a pas d'autre moyen de prouver l'existence d'une obstruction bronchique permanente. Et sans démontrer cette existence d'une obstruction bronchique permanente, on n'a pas le droit de parler de BPCO. Ce qui veut dire que tous les patients qu'on traite pour une BPCO sans avoir de spirométrie, eh ben, on a une probabilité qui n'est pas négligeable du tout, voire même qui est très grande, ça a été montré, de se tromper. Et il y a des études qui ont montré que jusqu'à un tiers des malades traités pour une BPCO, c'est valable aussi pour des malades traités pour un asthme, en fait, n'ont pas de BPCO. D'accord. Ah oui. Ce qui est un peu embêtant. D'accord. Donc il faut passer par là. Alors, c'est pas, il faut surtout pas se dire, je sais pas, je suis pas sûr, j'ai pas de spirométrie, donc je donne pas de médicaments à mon patient. Bien sûr. Il faut, s'il est gêné, s'il est handicapé, il faut démarrer un traitement, mais il faut l'envoyer pour vérifier que le diagnostic est le bon et qu'on n'est pas en train de partir sur une mauvaise piste. Je sais pas si Hervé, oui. Est-ce que vous faites des spirométries dans votre cabinet? Alors non, je ne fais pas de spirométrie, mais j'ai la chance d'avoir des pneumologues pas loin et avec qui je collabore. Oui. Mais effectivement, la spirométrie, c'est la pierre angulaire du diagnostic. Oui. Et après, on a des suspicions de BPCO par la clinique. Mais l'épreuve de vérité, c'est la mesure du souffle. Et en plus, pour faire le distinguo entre asthme et BPCO, la réversibilité sous traitement est importante. Oui, C'est-à-dire que sous bêta-2, si ça répond au bêta-2, c'est un asthme, en gros, et si ça ne répond pas, si c'est irréversible, qu'il n'y a pas de réponse positive, c'est une BPCO. Donc, on a besoin de cet examen pour affirmer le diagnostic. Mais il faut la mesure du souffle, mais elle doit rentrer dans le parcours de suivi d'un patient, de toute façon. Mais on peut commencer quand même un traitement avant d'avoir cette mesure, d'autant plus que la difficulté d'avoir des épreuves fonctionnelles respiratoires rapidement est devenue de plus en plus difficile. D'accord. Écoutez, merci parce que c'est effectivement beaucoup plus clair. Je savais que la cardio, c'était de la plomberie, mais je viens de comprendre aussi que la pneumo, c'est aussi de la plomberie. D'accord. Donc, alors, on était sur cette diapositive. Donc, on a parlé du sevrage tabagique, de la vaccination, et on est, nous aussi, sensibilisés à ça, puisque vous savez qu'il y a une extension des compétences des pharmaciens en termes de vaccination, et que je pense que c'est une bonne chose, et qu'il y a un vrai travail à faire, notamment sur la vaccination anti-pneumococcique, parce qu'on se rend compte quand même que les personnes fragiles ciblées par cette vaccination ne sont pas toujours au rendez-vous, donc il y aura vraiment quelque chose à faire. Et on a fini sur la réadaptation physique, et ma question c'est... vous avez expliqué que c'était un enjeu majeur, certes, mais d'abord, il faut convaincre les patients. Et puis, à quel moment il faut leur proposer? Comment ça se passe? Est-ce que là aussi, vous pouvez nous expliquer? Puisque nous, les messages, il va falloir qu'on renforce ces messages et qu'on ait un discours qui soit le discours que vous tenez, vous, médecin généraliste, ou vous, pneumo, aux patients quand ils viennent nous voir. Bien sûr. Alors, c'est clair que c'est difficile de motiver certains patients, voire beaucoup de patients. Ce que vous voyez sur cette diapo, en fait, c'est, si vous regardez à gauche, ce que ça nous dit, c'est simplement que les patients BPCO passent moins de temps en activité, debout, à la marche, etc., que des patients du même âge, sains, ou en tout cas sans problème de santé particulier. Donc, ils bougent moins, ça c'est un fait. Si vous regardez sur la partie droite, vous voyez que le fait qu'ils bougent moins est lié au fait qu'ils peuvent moins facilement bouger, ce qui est assez logique. Alors après, c'est en fait un cercle vicieux, c'est-à-dire que moins ils en font, plus ils vont perdre de capacité à en faire, et donc ils vont ce qu'on appelle se déconditionner, c'est-à-dire perdre leur capacité, comme les cosmonautes, c'est un peu un extrême, mais quand on les envoie là-haut, ils perdent des muscles, ils perdent des os, simplement parce qu'ils ne bougent pas. Enfin des os, de la densité osseuse, je veux dire. Et donc, eux, nos BPCO, c'est pareil, à une plus petite échelle. Et pour des raisons différentes, c'est pas parce qu'ils sont en apesanteur, c'est juste parce qu'ils bougent moins. Le problème, c'est que quand vous avez des poumons qui marchent pas très bien,
il faut que le reste marche bien pour que vous arriviez à marcher, sans faire de jeu de mots bébête. Ce qui veut dire que il faut en fait s'adapter au déficit respiratoire pour arriver à faire face et à mener une vie à peu près gratifiante, satisfaisante. Et donc, il va falloir les réentraîner. Et c'est là tout l'enjeu. Il faut les motiver à avoir une activité physique. Et on sait que le fait d'avoir une faible activité physique est un facteur pronostic majeur chez ces patients. C'est-à-dire que ceux qui ont le moins d'activité physique vont mourir plus tôt, aller plus à l'hôpital pour des exacerbations de leur maladie, risquer beaucoup plus de développer des comorbidités, ce qui est logique, puisqu'on sait que la sédentarité est liée à tout un tas de comorbidités qui vont de l'ostéoporose, le cardiovasculaire, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Donc ça, c'est vraiment des éléments de motivation qui sont très importants. Il ne faut pas chercher à leur faire du sport de haut niveau, hein, ce n'est pas du tout le but. Il faut chercher à les remettre en mouvement pour qu'ils récupèrent une vie quotidienne à peu près correcte. Ce qui voudrait bien, quand même, pour la plupart. Et vous rencontrez la même difficulté avec vos patients Absolument, ouais. on rencontre la même difficulté. En plus, nous, on a l'impression de bien connaître nos patients parce que Oui. on est la médecine de premier recours, de proximité, donc on connaît bien nos patients. Et en fait, souvent, les patients ne se plaignent pas d'essoufflement. Donc, si on attend une plainte pour les stimuler et pour adapter un petit peu la prise en charge à leur handicap, on se trompe parce qu'ils sous-estiment leur handicap. Ils s'adaptent au handicap pour ne pas être dans les zones d'inconfort. Du coup, ça nous fausse complètement la donne. Alors, évidemment, on leur demande toujours « Est-ce que vous êtes plus essoufflé que d'habitude ?» Ils nous disent non, mais quand on les interroge sur leur activité quotidienne, on s'aperçoit qu'ils ont fortement diminué celle-ci pour ne pas se trouver dans cet inconfort. Donc, on peut se faire piéger simplement parce qu'il y a une absence de plainte, parce qu'ils s'adaptent au handicap et donc, du coup, sous-estiment complètement la gravité de leur pathologie respiratoire. Oui, et puis, ils ne vous disent pas tout, vos patients. Non, c'est pas vrai, ça. Ça aussi. Si je peux compléter ça, on avait fait une étude il y a un bon bout de temps maintenant, mais je pense que c'est toujours valable. Alors, c'est une étude qui avait été faite chez des médecins, pas chez des pharmaciens, mais ça aurait donné probablement exactement les mêmes résultats si ça avait été fait en pharmacie. On avait demandé à des gens à risque de BPCO, donc ils avaient, si je me rappelle bien, plus de 40 ans, un tabagisme assez conséquent, et on avait regardé si on leur avait fait des spirométries, justement, de dépistage ou de détection précoce, et puis en même temps, on leur avait demandé s'ils étaient essoufflés. Alors, on avait commencé par faire une première chose, ils venaient voir leur médecin traitant, je vous ai oublié de vous dire, pour une bronchite, entre guillemets. Et donc, on avait collecté, les médecins avaient collecté, est-ce que le malade, en plus de sa bronchite, c'est-à-dire tous ses crachets la plupart du temps, est-ce qu'il se plaint d'un essoufflement? La réponse, donc malade à risque de BPCO, la réponse était oui dans 25-30% des cas de mémoire. Ensuite, le médecin traitant leur demandait, est-ce que vous êtes plus essoufflé que d'habitude, ou plus gêné pour respirer, ou quelle que soit la terminologie employée? Ça montait à 60%. Donc déjà, rien que le fait de poser la question doublait le nombre de malades essoufflés. Oui. Ce qui était assez logique, puisque c'est une malade à risque, donc il y en avait une partie certainement qui avait une BPCO. Après, si on utilisait un questionnaire dédié en 4 stades ou 5 stades plus exactement, qui est très simple, on montait à 75% des malades qui étaient essoufflés. Donc ce que ça veut dire simplement, et j'en parle parce que ça intéresse aussi les pharmaciens, c'est si vous voyez quelqu'un à risque de BPCO, que vous savez, gros fumeur, ça sent le tabac à plein nez quand il rentre dans la pharmacie, et il a l'air d'être un peu ralenti dans ses activités, qui vient en cherchant des trucs parce qu'il tousse, il crache, posez-lui la question, est-ce que vous êtes essoufflé? Parce que ça peut être vous, entre autres, qui mettez l'alerte. Et s'il dit oui, est-ce que vous en avez parlé à votre médecin? Souvent, ils vont dire, oh, non. J'ai pas pensé. Oui, tout simplement, hein, j'ai des pas fois, pensé. Et donc, vous pouvez être, les pharmaciens, vous pouvez être un vrai relais pour ça. Bien sûr. Parce que tout le monde ne peut pas tout faire tout le Des temps. lanceurs d'alerte pour nous. Complètement. En fait, et pour le patient, évidemment. Bien sûr. Alors, si on revient maintenant au traitement... Je sais pas, ça te choque pas mais complètement. Mais complètement. Et parfois, ils ont besoin de reformuler les choses. C'est ça. Et donc, bien sûr. plus on sera dans le parcours de soins avec différents intervenants à l'écoute du patient, moins on passera à côté d'une aggravation de la maladie sans avoir les traitements appropriés. Bien sûr. Et puis parfois, en fait, c'est simplement en détectant des petits signes, nous, ou des petites choses qui nous ont dites qu'on va, là, peut-être qu'effectivement, il faut aller plus loin. Alors, si on revient au traitement pharmacologique,
c'est pas à vous que je vais apprendre qu'il y a des recommandations. Donc, est-ce que vous pourriez nous en parler? Alors bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc là, vous voyez un schéma qui est un peu lourd, parce qu'il y a beaucoup de choses dedans, qui présentent les recommandations justement pour le traitement pharmacologique. Ça, c'est l'espèce d'arbre de décision, d'algorithme que vous voyez à droite, avec quelques couleurs. C'est la progression dans le traitement pharmacologique. Alors, la base, c'est qu'on l'adapte sur la clinique. Ça nécessite au départ d'avoir fait une spirométrie. Oui. Alors, je dis au départ, mais ce n'est pas un examen urgent, donc on peut démarrer le traitement sans l'attendre, mais à un moment quelconque, il faudra qu'il y ait une spirométrie pour confirmer le diagnostic. Malade qui est jamais essoufflé, il a besoin de rien. Le problème, c'est que globalement, ça n'existe pas, ces malades-là. À partir du moment où ils rentrent dans le circuit, c'est qu'ils sont essoufflés. Le malade qui est essoufflé une fois de temps en temps, il a besoin de bronchodilatateurs courte durée d'action à la demande. Donc, traitement de secours qu'il va prendre quand il y a besoin, mais comme il n'est pas essoufflé quotidiennement, il n'a pas besoin d'un traitement quotidien. Donc, c'est très, très pragmatique. À partir du moment où il commence à y avoir un essoufflement dans la vie quotidienne ou des exacerbations qui se répètent, ça veut dire 2 fois par an au moins. Il y a besoin d'un traitement de fond par assimilation. Alors, on dit de maintenance dans la BPCO, parce qu'on aime bien les terminologies, mais bon. Donc, traitement de fond. Ce traitement de fond, c'est un bronchodilatateur longue durée d'action. Et alors après, nous, quand je dis nous, c'est les médecins tous, hein, on va faire notre sauce. Faire notre sauce, ça veut dire que si le malade est essoufflé, et c'est tout, pas d'exacerbation, il peut avoir un bêta-2 longue action ou un anticholinergique longue action, ça ne change rien. Oui. Les deux sont aussi efficaces l'un que l'autre. Quand il a des exacerbations, l'anticholinergique est plutôt mieux. Parce que c'est plus actif sur la prévention des exacerbations. Bon. Ensuite, si avec ce traitement de première ligne qui est composé d'un médicament, oui. Ça ne suffit pas qu'il a un essoufflement ou des exacerbations, on va passer à 2 bronchodilatateurs longue durée d'action, donc on va associer le bêta-2 et l'anticholinergique. Si on a des cas où le malade a des exacerbations mais pas essoufflé, on peut mettre une association bêta-2 plus corticoïde inhalé. Mais le malade qui a beaucoup d'exacerbations, enfin plus de 2 par an, et qui n'est jamais essoufflé, il y en a très très peu dans les études qui ont été faites, c'est 3-4%, donc c'est vraiment peanuts. Donc finalement, un bronchodilatateur, 2 bronchodilatateurs, et ensuite, si ça marche toujours pas suffisamment, on va passer à une triple thérapie, donc le corticoïde, le bêta-2, l'anticholinergique de longue durée, tout ça par voie inhalée, parce que ça va direct sur la cible, c'est là comme ça que ça marche le mieux. Donc c'est une progression 1, 2, 3. Et il y a un point important là-dedans, c'est que ça commence jamais par le 3. C'est-à-dire la triple thérapie d'emblée est inutile dans 75% des cas. En fait, ça veut dire qu'on donnerait un traitement à un malade qui n'en a absolument pas besoin, qui risque d'avoir éventuellement des effets secondaires. Mais voilà. Donc, le message, c'est une prise en charge progressive, basée sur les symptômes, chez des malades dont on est sûr du diagnostic à un moment quelconque, quand même. Et puis après, il y a des traitements qu'on va utiliser un peu plus rarement, donc, qui sont des traitements par voie orale, mais bon. Ce qui est important aussi, c'est la partie gauche, c'est toutes les mesures d'accompagnement. Hein, on ne conçoit pas, on a déjà parlé de ça, hein, mais on ne conçoit pas le traitement pharmacologique sans avoir l'accompagnement des mesures générales, avec un point très important, c'est que, mais ça c'est vrai dans toutes les maladies chroniques, avant de rajouter une ligne sur l'ordonnance, il faut vérifier que l'ordonnance est bien suivie, que le patient a bien compris, se l'est approprié, prend les traitements, donc vérifier l'observance. Et puis nous, pour les traitements inhalés, on en reparlera, mais vérifier qu'ils sachent utiliser les dispositifs. Et puis que l'activité physique est maintenue autant que possible, que le tabac est arrêté, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment absolument crucial. J'insiste sur le fait qu'il ne faut pas donner de corticoïdes à tous les patients, contrairement à ce que j'ai dit dans l'asthme tout à l'heure, où je répète, c'est tout patient qui a besoin d'un traitement de fond doit en avoir. Là, c'est vraiment une minorité de patients devraient en avoir. Puisque ce que vous voyez ici, c'est à gauche que quand on donne des corticoïdes, eh ben, ça augmente le risque de pneumonie, d'autant plus qu'on donne des corticoïdes inhalés. Je ne parle pas des corticoïdes oraux, hein, je parle des corticoïdes inhalés. Qu'on donne des corticoïdes inhalés à plus forte dose. Ça augmente aussi le risque d'ostéoporose, de fracture, et puis il y a aussi des risques probablement de cataracte, de déstabilisation de diabète, peut-être de création de diabète, mais au moins de déstabilisation de diabète. Donc le bénéfice-risque, il ne faut pas donner tout à tout le monde, pour cette raison-là notamment. Vous voulez réagir sur le point particulier des corticostéroïdes inhalés? Et pour les corticoïdes inhalés, on a considéré souvent, avec la confusion des deux diagnostics, qu'ils auraient le même traitement. Mais on voit bien que les corticoïdes inhalés, c'est en fin de course. Hein, c'est réservé à une minorité de patients BPCO. Et puis, moi, je prendrais juste l'exemple d'une femme BPCO ménopausée, donc déjà avec un risque d'ostéoporose, qui fume, donc un risque majoré, à qui on rajouterait
des corticoïdes inhalés, là, le risque fracturaire serait Oui, majeur. bien sûr. Et donc, on est plutôt délétère dans la prise en charge et de façon complètement inappropriée. Donc, attention, c'est jamais anodin. Ce n'est pas parce que c'est une voie inhalée qu'il n'y a pas de conséquences Bien sûr, systémiques. bien Donc sûr. ça, c'est quelque chose qui a été complètement mésestimé par les médecins, hein, j'avoue, et les médecins de ville en particulier. Donc ça veut dire quoi? Que les recommandations ne sont pas suivies? Oui, ça veut dire que les recommandations ne sont pas suivies et on a des études qui nous le montrent, hein, malheureusement. Ici, vous voyez une étude, on va juste regarder la partie droite, là où il y a marqué T4 en bas. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que chez des patients qui n'ont aucune indication et qui n'ont jamais eu aucune indication de corticoïdes inhalés pour leur BPCO, c'est-à-dire des patients qui n'exacerbent pas, ils n'ont jamais eu d'exacerbation. Alors les corticoïdes inhalés, le seul intérêt, c'est la prévention des exacerbations. Déjà, s'il n'y a pas d'exacerbation, c'est simple, il n'y a pas de raison qu'il y en ait. Chez ces malades-là, on trouve 40%, un peu plus de 40% des patients qui reçoivent une corticothérapie inhalée. Donc on se dit, mais pourquoi? Et on leur fait courir les risques dont on a parlé tout à l'heure, qui ne sont pas négligeables. Alors, il y a des médecins, de temps en temps, qu'on entend qui disent, oui, mais de toute façon, il prend des corticoïdes oraux. Alors d'abord, ils en prennent trop, il y a des exacerbations qui peuvent très bien se régler sans corticoïdes oraux, mais enfin, on ne va pas rentrer dans ce débat-là. Mais surtout, quand bien même ils prendraient des corticoïdes oraux 2-3 fois dans l'année, si en plus on leur rajoute des corticoïdes inhalés pendant toute l'année, le cumul de tout ça compte. Et le cumul des corticoïdes inhalés compte, même s'il y a de temps en temps une corticothérapie orale. Donc il ne faut pas mésestimer ça, et j'allais dire le mettre sous le tapis, mais parce que c'est vraiment... en fait, on a 2 tiers des malades qui n'en ont pas besoin et 2 tiers des malades qui en reçoivent, quand on regarde à peu près de manière très très globale. C'est un peu dommage. Alors vous nous avez dit tout à l'heure que la plupart des patients étaient plutôt des patients âgés, donc on imagine qu'il y a aussi des comorbidités. C'est quoi ces comorbidités finalement? Ouais, alors oui, ils ont très souvent des comorbidités. Ici, ce que vous voyez sur ce graphique, alors c'est une population de patients qui a, vous le voyez, un âge moyen de 71 ans. Donc c'est une frange de population plutôt âgée. La BPCO, ça apparaît vers 40 ans. Il y a des BPCO qui ont entre 40 et 50 ans, ça existe, hein, ils ne sont pas tous âgés. Mais encore, ça dépend d'où on met la barre. Mais en tout cas, dans cette population de patients plutôt âgés ici, avec une BPCO, vous voyez le nombre de patients en fonction du nombre de comorbidités, c'est la hauteur des barres, c'est le nombre de patients, et le nombre de comorbidités s'accroît au fur et à mesure qu'on va vers la droite. Alors évidemment, les malades qui ont un nombre énorme de comorbidités, il n'y en a pas tant que ça, mais ce que vous voyez si vous regardez à gauche, c'est que le nombre de malades qui n'ont pas de comorbidité du tout, finalement, c'est moins de 10%. C'est moins de 10%. Donc ça veut dire que vous voyez un BPCO, il a plus de 9 chances sur 10 d'avoir au moins une, et très souvent plus d'une, comorbidité. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Alors après, la question, c'est quelle comorbidité? Vous voyez, si vous regardez ce qui est noté en clair, les principales, c'est les cardiovasculaires, les métaboliques, les musculo-squelettiques, ce qui inclut l'ostéoporose, l'arthrose, etc. Et puis les cognitives ou psychocognitives, parce qu'il y a aussi beaucoup d'anxiété, de dépression, qui sont souvent mésestimées aussi. Donc c'est vraiment un malade qui a une BPCO, il n'a jamais que une BPCO. Je pense que ça, c'est ce que tu vois aussi dans ta vie quotidienne. Hein. Absolument. Et on voit bien que avec ça, que la BPCO, c'est une maladie systémique. C'est pas une maladie que des bronches et des poumons. Et d'ailleurs, il meurt plus du cœur que des poumons. Donc, il faut vraiment la prendre en sa globalité. Mais je voulais te demander, Nicolas, s'il y a une différence entre les comorbidités qu'on trouve chez les hommes et chez les femmes? Oui. Alors, il y a effectivement des différences. Principalement, vous le voyez là, si vous regardez les cardiopathies, alors en fait, c'est pas cardiopathie, c'est maladie cardiovasculaire, c'est plus fréquent chez les hommes que chez les femmes, ce qui est vrai dans la vie courante, mais c'est vrai aussi chez les BPCO. C'est probablement une conséquence qu'on voit maintenant des différences de tabagisme il y a quelques années. Là, le tabagisme homme-femme, c'est pas mal équilibré, mais il y a 20-30 ans, c'était encore plus les hommes que les femmes qui fumaient, donc il y a probablement ça qui joue. Est-ce qu'il y a une susceptibilité individuelle liée au sexe? Peut-être, je dirais, mais je n'ai pas la réponse là-dessus. Et puis, si on regarde la partie droite, sur l'anxiété-dépression, l'ostéoporose, eh ben, c'est beaucoup plus fréquent chez la femme. Alors, il y a ce que tu disais, hein, la femme ménopausée, évidemment, est déjà à risque. Et anxiété-dépression, alors ça, c'est quelque chose qui a été remarqué dans plusieurs études. On ne sait pas exactement pourquoi. Les femmes ont plus souvent une anxiété-dépression, j'allais dire réactionnelle à leur BPCO. Je ne sais pas si elle est réactionnelle à leur BPCO, mais en tout cas, elle est là. Elles ont aussi souvent plus d'essoufflement. Alors, ça peut aller ensemble. Le fait d'être plus essoufflé, forcément, c'est pas bon pour le moral. Alors, pourquoi elles sont plus symptomatiques à capacité respiratoire égale?
On ne sait pas, mais c'est clairement une donnée assez solide qu'on retrouve souvent. Et alors, j'imagine que ces comorbidités ne facilitent pas finalement le fait d'être observant au traitement, puisque avec les pathologies chroniques, on sait déjà que les patients ne sont pas observants, donc a fortiori. Oui. Alors, l'observance dans la BPCO, c'est catastrophique, hein. Bon, c'est vrai aussi pour beaucoup d'autres maladies chroniques, hein. Je pense que ça, on est d'accord, mais c'est encore pire dans la BPCO. Et vous le voyez ici, là, vous avez des chiffres d'observance à différents types de médicaments chez des malades ayant une BPCO ou d'autres maladies, et d'autres maladies d'ailleurs. Et donc, vous voyez une observance qui est 47% des jours couverts. Donc, c'est tristounet. C'est le moins qu'on puisse dire. Et nous, on sait très bien, hein, quand on prescrit nos médicaments au BPCO, ils vont en prendre la moitié. Alors, le problème, c'est que c'est une moyenne. Il y en a qui vont prendre une fois sur deux, un jour sur deux, une semaine sur deux, ou de manière complètement anarchique. Ça dépend lesquels. Mais en tout cas, c'est un vrai problème. C'est pour ça que je disais, la première chose quand on rajoute une ligne à l'ordonnance, c'est déjà de s'intéresser à comment la ligne d'avant a été perçue, vécue et mise en application. Donc oui, c'est un vrai problème. Alors je pense, je ne sais pas, toi, on sait que dans toute maladie chronique, 50% sont sûr, inobservants. oui. Donc 50% sont observants. Ça dépend si on est positif ou pessimiste ou optimiste. Mais c'est un vrai problème. Et on voit bien qu'il est plus facile de prendre des comprimés avec des traitements chroniques qu'un système inhalé. Parce que pourquoi il y a une aussi mauvaise observance dans la BPCO? C'est peut-être aussi en partie lié à la spécificité de ce traitement inhalé. Bien sûr. Et alors là, justement, on arrive à un point particulièrement important, c'est le choix du dispositif d'inhalation. Et j'avais lu un article que vous aviez écrit où vous expliquiez que c'était un véritable acte médical, cette prescription du dispositif et le choix. Et alors, c'est vrai que, bon, ça, c'est un truc qui me met parfois la larme à l'œil parce que, effectivement, ça m'intéresse beaucoup, les traitements inhalés. C'est un sujet qui m'intéresse depuis longtemps et sur lequel j'ai pas mal bossé. Et pour continuer sur cette... non. Non. Pour continuer sur cette diapositive, et exactement dans ce que vous disiez, moi, ça m'arrive de demander à mes patients qu'est-ce que vous prenez comme médicament, et ils me donnent toute la liste de leurs comprimés, pas le traitement inhalé que je leur ai prescrit. C'est pour ça que je disais que ça me met parfois un peu la larme à l'œil. Mais c'est une réalité, c'est-à-dire que pour eux, parfois, ils considèrent même pas ça vraiment comme un médicament. C'est le pchit ou en fonction de ce qu'ils utilisent. Donc ça, c'est quand même un peu tristounet. Et puis, bon, l'adhésion, l'observance, en fait, elle est très variable, ou l'inobservance plus exactement, est très variable dans son expression, dans ses fondements d'un patient à l'autre. Donc là encore, ça fait partie de la médecine personnalisée. La médecine personnalisée, c'est pas que le côté biologique, je prends le bon traitement médicamenteux pour le bon biomarqueur, c'est aussi de s'adapter aux particularités un peu psycho-comportementales, sociales, culturelles aussi qu'il faut prendre en compte. Parce que les patients ont oublié le traitement ou ne pas le prendre pour plein de raisons différentes. Donc ça c'est un problème parce que ça prend du temps. Et je pense que là encore, c'est vraiment un élément sur lequel les pharmaciens, médecins généralistes bien sûr, les médecins tout court, mais les pharmaciens ont un rôle extrêmement important à jouer, parce que là encore, les malades ne nous disent pas tous la même chose. Bien sûr. Et sur les médicaments, vous êtes quand même très très bien placé pour essayer de creuser un peu, pour savoir ce qui se passe. Donc ça, je pense que c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on collabore. Alors après, la partie inhalée, on voit de temps en temps des malades nous faire des démonstrations de leur utilisation du dispositif. Ça ne rentre pas. Il n'y a rien qui est rentré à la sortie. Donc forcément, ça ne marche pas. Et après, le malade, quand ça ne marche pas, il s'en rend compte souvent quand même, et donc il arrête de le prendre. Et nous, là encore, si on continue à faire la même ordonnance ou à rajouter des lignes, on passe complètement à côté de tout ce qu'il faut. Donc il faut vraiment qu'on soit tous ici convaincus du fait qu'il faut choisir le bon dispositif pour le bon patient au bon moment, parce que ça change. Il y a des patients qui arrivent très très bien à utiliser un dispositif à un moment, et puis on les retrouve 5 ans après. Moi, j'ai un exemple d'une malade où j'ai dû probablement me mettre beaucoup trop longtemps avant de la réévaluer, et je me suis aperçu que c'était une catastrophe totale, et le médicament ne rentrait absolument pas. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut qu'on bosse tous ensemble. Et il faut bien savoir, c'est instinctivement évident, hein, mais quand on voit des malades... La caricature, c'est des malades qui ont une polyarthrite rhumatoïde avec les doigts complètement... ça paraît évident qu'il faut tenir compte de ça d'une manière ou d'une autre. On a des malades qui comprennent pas.
Bon, il y a un problème cognitif, de compréhension. Donc là encore, on peut utiliser des dispositifs type aérosol doseur avec une chambre d'inhalation s'il y a un aidant qui peut s'en occuper, mais il va falloir prendre en compte l'aidant, lui expliquer, etc. Donc c'est pas facile. Il peut y avoir des nébulisations dans des cas un peu extrêmes où on n'arrive à rien faire d'autre. Donc bon, voilà, c'est des exemples. Il y a des malades qui tremblent beaucoup, tremblement essentiel, etc. Bon, voilà. Et puis il y a des malades qui arrivent pas à produire un débit d'inhalation suffisant. Par exemple, pour les dispositifs poudre, il faut quand même avoir un minimum d'énergie d'inspiration pour que ça rentre, puisqu'il n'y a pas de propulsion. Donc c'est nous le propulseur, ou plus exactement l'aspirateur. Si on n'est pas capable d'aspirer, ça ne rentre pas. Donc si on a quelqu'un qui n'arrive pas, qui nous fait un petit truc tout mou, ça peut pas marcher. Ouais. Donc tout ça, c'est des choses, c'est pour ça que je disais, il faut personnaliser aussi l'utilisation du dispositif. Il faut personnaliser l'exploration de l'observance, il faut personnaliser le choix et la surveillance du dispositif d'inhalation. Et là encore, si on ne le fait pas tous, en fait, à la sortie, on s'aperçoit que personne ne le fait. C'est ça qui est quand même un peu... Oui, donc on voit bien là l'importance aussi qu'on a, nous, dans la dispensation au niveau du comptoir, d'accompagner à l'utilisation. Et puis, peut-être comme vous, l'éducation thérapeutique du patient dans votre cabinet, est-ce que vous faites ça? Et comment on pratique, voilà, comment vous le faites? Est-ce qu'il y a... Alors, on essaie de les réévaluer. De toute façon, justement, Nicolas disait qu'avant de mettre une ligne supplémentaire sur l'ordonnance, vérifions bien que la précédente posologie est bien prise. Donc, c'est ce problème de dispositif qui est vraiment crucial. Et donc, on demande toujours, enfin, moi, je demande toujours que le patient revienne avec son dispositif et qu'il nous montre, parce qu'au fil du temps, même s'il nous a bien fait la démonstration la première fois, au fil du temps, ça peut quand même dériver sur une mauvaise utilisation, un mésusage du dispositif. Et donc, les piqûres de rappel sont toujours utiles. Et c'est pour ça que le parcours de soins que va utiliser le patient, chaque intervenant a son rôle à jouer dans la reformulation et peut-être aussi dans la vérification d'une bonne utilisation du système. Est-ce qu'il y a des études qui montrent l'impact de cette éducation thérapeutique sur le traitement, sur l'observance? Il y a absolument, oui. Il y a deux types d'études. Il y a des études qui montrent que les malades qui utilisent mal leur dispositif vont moins bien. J'ai l'air d'enfoncer une porte ouverte, mais c'est quand même important. Ils sont plus essoufflés, ils ont une qualité de vie qui est plus mauvaise, ils ont plus de risques d'exacerbation, ils vont plus souvent aux urgences. Ça a été vraiment bien montré. Donc, alors après, toujours pareil, cause, conséquences, facteurs associés, on ne sait pas. Par contre, ce qu'on sait, c'est que quand on améliore la technique d'utilisation par une éducation appropriée, eh ben, la technique s'améliore et les malades vont mieux. Donc, ils vont faire moins d'erreurs, ils vont prendre plus leur traitement parce qu'ils ont l'impression que ça marche, c'est quand même bon. Ils vont être moins fatigués, moins essoufflés. Il y a d'autres études qui montrent qu'ils ont moins d'exacerbation. Donc ça marche. Et on avait fait une étude... C'était dans l'asthme, mais je pense qu'il n'y a pas de raison que ça ne s'applique pas aussi à la BPCO. On avait montré qu'une éducation en pharmacie, 6 minutes, donc c'était vraiment un truc court, 6 minutes, ça multipliait par 3 ou 4 le nombre de bons utilisateurs qui passaient de 25 à 75%. Et les malades avaient, à la suite de ça, une meilleure observance et un meilleur contrôle de leurs symptômes. Donc ça marche, l'éducation. Ça marche, il n'y a pas forcément besoin d'y passer des heures et des heures. Déjà, si chacun faisait un peu, on arriverait à beaucoup à la sortie. D'autant qu'outre le fait de montrer l'utilisation du dispositif quand on le dispense, on a également d'autres outils. Tout à fait. Je pense que il faut s'adapter un petit peu aux patients, et pour ce faire, il faut quand même le démontrer. Il y a une étude anglo-saxonne en 2018, là, sur la diapositive, où on demandait aux patients où préférait-il être éduqué, recevoir cette information. Donc, effectivement, en 2018, c'était une démonstration au cabinet du praticien qui leur montrait le maniement du dispositif. Et puis, après, on a une étude toute récente française, en 2022, qui confirmait un peu la première, à savoir que la consultation était le lieu préféré des patients, mais qu'il y avait un intérêt particulier maintenant à regarder des vidéos éducatives. Et donc, la SPLF a mis en ligne un guide Zéphyr qui est vraiment très bien fait. Je conseille à tout le monde de le regarder parce qu'il recense l'ensemble des dispositifs inhalés commercialisés. Et donc, c'est un mode de démonstration qui est très didactique, avec des astuces et des trucs qui sont du quotidien et qui peuvent rendre service à la fois
au soignant qui Bien va, sûr. qui va le démontrer, parce qu'on ne connaît pas Effectivement. tous les dispositifs et les médecins en connaissent que quelques-uns. Et puis aussi au patient pour reformuler, recontrôler si sa démonstration a été bien assimilée. Donc Bien sûr. ça, c'est un élément intéressant. Et Si je Non, peux mais juste faire un peu de pub, oui, c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur, comme certains vite d'entre parce que vous. le Ah, temps vite, passe. vite, vite. Vous tapez guide Zephyr SPLF sur le moteur de recherche de votre choix et vous allez tomber dessus. Ça a été fait par des pharmaciens, des médecins et des étudiants en médecine et en pharmacie Alors moi, je peux vous qui dire, font les démos. je vais me faire de la pub puisque je l'utilise très régulièrement avec mes patients et l'impact, il est hyper positif. Donc franchement, moi, j'encourage sincèrement à le mettre en favori sur notre bureau et à l'utiliser mais plus. c'est vrai que C'est moi, un outil qui est génial. je disais C'est vrai. aux patients de le regarder, Oui. mais effectivement, pendant la Mais démonstration, bien on peut sûr. faire de Mais façon tout à fait. simultanée. Mais tout à fait. Et C'est effectivement, c'est quelque important. chose que je ne faisais pas. Ouais. Bonne idée. Et ce qui est important aussi, et ça c'est pour mes confrères pharmaciens, c'est que je voudrais leur rappeler qu'on ne peut pas, il faut respecter la prescription du médecin et qu'on ne peut pas switcher d'un dispositif à un autre. Et ça, c'est quand même important de le dire et de le retenir parce que c'est, comme on l'a dit, c'est quand vous choisissez de prescrire tel ou tel dispositif, c'est parce qu'il y a eu un questionnement avec le patient sur ses habitudes. Voilà, donc c'est hyper important. Autre point moi, sur lequel je voulais aussi vous interviewer parce que c'est des choses qu'on a entendues dans notre nouvelle convention. La jeune génération est sensible à l'écologie. Voilà, et ils veulent s'engager dans une démarche de RSE. Et est-ce que ça joue dans le choix pour le patient du Alors, dispositif? ça va jouer de plus en plus, Oui. mais en l'état actuel des choses, c'est encore une faible proportion. Les gens sont peu informés, par exemple pour ce qui est des packs trimestriels à usage unique. euh, les patients sont peu informés, mais il faut dire aussi que les médecins le sont tout autant, c'est-à-dire pas assez. Et donc, quand ils ont l'information, ils adhèrent facilement à ces arguments, à la fois pour le bénéfice économique, écologique et d'observance. Donc, on voit bien que c'est à 75%, mais encore faut-il qu'ils soient informés. Idem pour les inhalateurs rechargeables. Oui. Je pense qu'on a exactement la même problématique. Ils sont peu informés, mais s'ils sont informés, ils adhèrent. Donc ça, c'est quand même une bonne chose. Et puis, la chose, pour l'instant, qu'on ne fait pas bien, Oui. c'est que faisons-nous des déchets? Alors, ils ont l'habitude de rapporter à leurs pharmaciens préférés Oui. les comprimés usagés, périmés, etc. Mais le système d'inhalation n'est pas considéré pour eux comme un médicament à part entière. Et si on leur propose, si on les informe, effectivement, eh ben, ils seraient d'accord pour le faire, et en particulier avec un retour à la pharmacie qu'ils connaissent bien et qu'ils pourraient prendre en charge. Donc, le côté rechargeable, la pharmacie, en le stimulant un petit peu pour le faire, je pense que c'est quelque chose qui va prendre de l'importance. Et puis, c'est une évolution sociétale qui, de toute façon, va aussi transparaître dans la prise en charge médicamenteuse. Oui, c'est vrai que c'est un point important parce que nous aussi, c'est vrai qu'on a moins le réflexe avec les dispositifs médicaux de dire aux patients, et on devrait le faire systématiquement quand on les dispense, de ramener le dispositif usagé. Et là, on peut peut-être parler de la Fondation du Souffle qui a fait un partenariat avec Cyclamed pour justement sensibiliser les patients à ramener leur dispositif usagé à la pharmacie. Donc, ce point-là, je crois qu'on a aussi, nous aussi, à changer nos pratiques sur ce point-là. Écoutez, on arrive pratiquement à la fin de cette soirée. Je crois qu'on pourrait continuer parce qu'il y a encore plein de choses à dire. Mais j'avais promis qu'il y aurait un temps de questions-réponses pour les participants. Donc, on va maintenant regarder si on a des questions. Alors, je ne veux pas paraître mal élevée, mais les questions arrivent sur nos portables. Donc, je vais essayer de vous les donner et de vous les dispatcher. Alors, d'abord, est-ce qu'il faut repérer les patients au comptoir, le faire toute l'année ou uniquement à l'approche de l'hiver ? Ah non, toute l'année, parce que les exacerbations de BPCO, il y en a évidemment plus l'hiver, alors encore que ça a été très perturbé quand tout le monde mettait des masques tout le temps. Là, on est revenu depuis l'année dernière à une prédominance hivernale assez nette, mais c'est toute l'année. Donc on a des occasions de trouver les patients toute l'année. Ouais, la fréquence sera plus importante pendant Voilà. l'hiver lors des exacerbations, mais il faut pas, bien sûr, il faut pas les louper parce que les gens qui font beaucoup d'exacerbations, ce sont des patients à risque, plus à risque que les autres. Mais il faut être vigilant H24 et 365 jours sur 365. Alors, comment le pharmacien peut s'apercevoir que le patient n'est plus observant ?
Tout C'est ça moi. Non, 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 non. Non, mais quand il va moins bien, Eh il oui. faut se poser la question de peut-être que c'est parce que il prend pas ses médicaments qu'il va moins bien. L'autre chose, c'est quand il vient pas chercher ses médicaments, parce que bon, ils peuvent pas les prendre s'ils les ont pas, ou qu'ils viennent les chercher sur un rythme qui est bizarre. Donc je pense que c'est Puis après, il y a le feeling, je dirais, du pharmacien qui connaît le patient, si c'est des patients qui voient régulièrement pour différents sujets. Et puis, on va dire, le malade qui vient chercher régulièrement ses comprimés, ses statines ou ses je sais pas quoi, et qui ne vient jamais chercher ses inhalateurs, bah, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que vous pensez, je voudrais quand même qu'on revienne sur les packaging trimestriels, Oui. est-ce que vous pensez que ça aura un impact positif sur Alors, l'observance? moi, je l'ai vu pour l'hypertension, Oui, où on a plus l'habitude. Bon, bien sûr, ce sont des comprimés, mais l'observance a été nettement améliorée. Il n'y avait pas de rupture dans le suivi du traitement, comme on peut voir avec des conditionnements mensuels. Donc, je pense que ça va dans le bon sens, parce que par commodité, les gens seront plus observants. Et c'est vrai qu'un patient qui prend pas de façon correcte son traitement, il va normalement être plus essoufflé, etc. Mais il faut pas oublier qu'il sous-estime complètement son handicap, parce que il va oui, c'est s'adapter vrai. à Eh son oui, essoufflement. eh oui. Donc il faut être vraiment vigilant sur la durée de l'ordonnance et le renouvellement de celle-ci. Parce que la plainte, elle sera pas toujours corrélée à l'aggravation de sa maladie, puisque lui va s'adapter Oui, à son c'est ça. handicap. Oui. C'est pour ça que pour le pharmacien, ça peut être un piège, comme pour le médecin traitant. Voilà. Mais ça, je Mais pense que tu as raison. On oui, n'est pas, probablement, nous, pas assez vigilants là-dessus. C'est qu'une des raisons pour lesquelles ils arrêtent le traitement, c'est quand ils en ont plus. Et s'ils se disent, c'est un traitement qui est plus ou moins important, j'en ai plus, je ne vais pas forcément aller en rechercher. Alors que s'ils ont un packaging qui permet qu'ils aient moins souvent besoin d'aller à la pharmacie et qu'ils aient leurs 3 mois chez eux, ça peut favoriser l'observance. Tout à fait. Et puis là, il voit bien que un système inhalé, c'est 1 mois. oui, C'est pas 3. tout Puisque à si on leur fait. donne 3, Ben oui, ça veut dire quelque chose. Donc je pense que ça oui. renforce le message. Et alors, une autre question aussi, quand on parle de l'asthme, on a un petit questionnaire qu'on peut faire rapidement au comptoir avec le patient qui nous donne une indication de l'état du patient asthmatique. Est-ce qu'il y a un outil comme ça qui existe pour la Ouais. BPCO pour nous aider Alors, éventuellement? il y en a deux. Il y en a un qui permet de mesurer la Disney, simplement, qui Oui, s'appelle l'échelle MMRC, petit m, grand R, grand C, MRC, ça veut dire Medical Research Council. Donc ça, c'est une échelle en 5 stades qui permet de suivre le patient après pour voir si ça bouge. Et puis, il y a un test qui est pas mal utilisé, qui s'appelle le COPD Assessment Test, CAT, qui est un questionnaire qui ressemble beaucoup au test de contrôle de l'asthme. Hein. d'accord. En termes Ok. de longueur, etc., c'est vraiment très très similaire, ça va vite. Il y a un petit guide sur de tel numéro, c'est de 0 à 40, et en fonction de où le patient se situe, on sait s'il est mal, très mal ou pas trop mal, etc. Et Et ça, ça, c'est de l'état de santé général, c'est de la qualité et on de les vie. trouve où ces outils? Sur Internet, D'accord. on les trouve très facilement sur Internet. Ok. Donc COPD Assessment Test et échelle MMRC de Disney. Un autre point, puisque ça va être la période et qu'on va rentrer la semaine prochaine dans la période de la vaccination grippe, en termes de couverture et notamment de la vaccination, alors grippe bien sûr et pneumocoque, voilà, vous avez quelques chiffres, est-ce que c'est bien, pas bien, on est dans quelle C'est proportion? pas très brillant. Oui, Sur la grippe, c'est les 2 tiers des malades sont vaccinés à peu près. ouais. Sur le pneumocoque, c'est selon ce qu'on regarde, 30-40% ont reçu au moins une dose d'un vaccin anti-pneumococcique. Après, ceux qui sont bien vaccinés avec un schéma complet, là, on est plus dans les 10-15%, 10-20%. Ouais. Donc c'est assez dramatique. C'est vrai qu'au départ, il y a eu un petit flou sur l'utilisation du vaccin contre le pneumocoque, parce que on n'avait pas tous les outils. Maintenant, on a un schéma qui est clair, en 2 doses à 2 mois d'intervalle, Oui. et avec un rappel à 5 ans. Hein. Donc Et c'est tout. Voilà, maintenant on sait ça, mais c'est vrai qu'il y avait un petit flou sur la fréquence des rappels, sur le nombre de vaccinations et quel vaccin utiliser. Donc maintenant c'est clair, mais j'espère que ça il y va, a du boulot pour que ça j'espère que ça va gêne. progresser. Ouais. Mais alors du coup, là on est dans des choses très pratico-pratiques. Aujourd'hui, donc on peut vacciner, on peut faire une co-vaccination Covid-grippe, pneumo en même temps, on s'en fiche, on peut? Pourquoi pas, ouais.
Oui. C'est plutôt un frein de la part des patients, ça. Non, mais c'est Ouais. ça. Mais d'un point de vue Mais strictement. en tout cas, pour leur mettre le grappin dessus et Une fois qu'on initier les a. le truc. Oui, alors après, ça peut être revenez pour le pneumocoque Oui. ou voilà. Oui. Mais je pense qu'il faut. On a besoin d'avoir un déclencheur pour que ça fonctionne. Donc, sinon, ça marche pas. Oui. Donc la grippe, c'est le truc que tout le monde connaît. Bien Maintenant, sûr. le Covid, c'est le truc que tout le monde connaît. Le pneumocoque, il y a moins de gens qui connaissent. Donc il faut en profiter quand ils viennent pour la grippe et le Covid. Profiter pour parler du pneumocoque. Alors s'ils veulent bien tout faire en même temps, très bien. Sinon, on fait séparément. Mais au moins, on les aura, ce que j'appelle mettre le grappin dessus, on les aura accrochés. Alors, peut-être une dernière question avant de faire une conclusion, puis un petit tour de table. BPCO, immunité, est-ce qu'il y a un impact sur l'immunité ou Alors sur l'immunité, ça dépend ce qu'on appelle l'immunité, mais Oui. sur les défenses, Oui. oui. Sur le système immunitaire en général de l'ensemble de l'organisme, a priori, non. Sauf éventuellement via les traitements, notamment les corticoïdes inhalés. Les corticoïdes inhalés donnent des pneumonies, c'est parce que ça baisse Bien sûr. l'immunité. Oui. Et il y a des liens qui ont été montrés aussi avec la tuberculose ou avec les mycobactérioses atypiques. Là encore, ça baisse l'immunité, mais ça baisse l'immunité locale. Tout ça, c'est des effets Oui. locaux. En revanche, donc à part ça, il n'y a pas vraiment c'est pas une maladie immunodéprimante ou il n'y a pas d'immunodépression. D'accord. Donc, mais bon, ils ont par contre des défenses locales C'est ça, qui sont c'est très local. altérées et qui sont très altérées parce qu'ils ont tout le système d'épuration de leur arbre respiratoire qui marche pas. Vous savez, on a des petits cils dans les bronches qui sont Oui. censés ramener le mucus à la surface et les deux collaborent pour évacuer tout ce qui rentre et dont on n'a pas envie de le garder. Et ben ça marche beaucoup moins bien dans la BPCO. Donc les défenses locales sont franchement altérées et les défenses immunitaires locales sont altérées aussi. D'accord. Et puis, dernière question, puisque là aussi, si on fait un parallèle avec l'asthme, on a vu arriver dans nos officines et dans les hôpitaux ces thérapies, ces biothérapies. Est-ce que ça va arriver dans la BPCO? On en est où? Alors je dirais probablement oui, on n'en est pas là. On a des biothérapies dont certaines d'ailleurs ont été utilisées ou sont utilisées dans l'asthme, qui sont en train d'être testées, avec des résultats qui clairement ne sont pas du tout les mêmes dans la BPCO que dans l'asthme, beaucoup moins bons. Probablement parce qu'il faut cibler mieux les populations auxquelles on s'intéresse. Donc pour l'instant, non, c'est pas à l'ordre du jour. Sauf quand il y a un asthme associé, une fois de plus, ça existe. Oui, bien sûr. Mais il y a des biothérapies qui sont en développement, soit dans les biothérapies qu'on connaît dans des sous-populations très précises, soit des nouvelles biothérapies qui sont en train d'être développées. Donc ça va arriver probablement un jour. Bon, on attend alors, on Oui. attend. Alors, avant de faire un tour de table de conclusion et de vous poser l'ultime question, peut-être, comme nos auditeurs ont été concentrés pendant toute la soirée, on leur a mâché le travail pour les points clés à retenir. Donc, rappelez que la BPCO ne doit pas être confondue avec l'asthme, hein, ça on l'a suffisamment répété, et le point important, c'est que la stratégie de prise en charge est complètement différente, que la prise en charge de la BPCO inclut des mesures non pharmacologiques et pharmacologiques. Le traitement initial de la BPCO, on l'a bien compris, c'est les bronchodilatateurs de longue durée d'action. Voilà. Le bilan régulier de la BPCO inclut la recherche de comorbidité, l'évaluation de l'observance et du bon usage du système d'inhalation. En termes d'éducation sur le bon usage, les patients sont favorables aux démonstrations couplées aux vidéos, vous nous l'avez rappelé. Et puis enfin, les patients semblent sensibles à l'intérêt des inhalateurs rechargeables et doivent être informés de la possibilité de ramener les inhalateurs usagés en pharmacie. Je crois que là, on a été assez synthétique sur les points importants à retenir. Alors pour finir, puisque vous êtes pneumologue, médecin généraliste, je suis pharmacienne, finalement, qu'est-ce qu'on attend les uns des autres? Je commence par vous. Ah, on attend beaucoup, parce que quand on voit la liste que vous venez de nous montrer des points clés à retenir, finalement, il y a beaucoup de choses. Et on s'aperçoit que c'est une prise en charge qui est relativement complexe, qui doit être très globale, avec des freins, beaucoup de freins qui se mettent... Alors, c'est pas très original, c'est dans beaucoup de maladies chroniques comme ça, mais peut-être un peu plus dans la BPCO. Et donc, il faut vraiment qu'on s'y mette tous. Il y en a beaucoup qui concernent les médicaments, sur lesquels, évidemment, les pharmaciens sont en première ligne, les médecins aussi, mais pas au même moment dans la première ligne. Et donc, il faut absolument qu'on essaye de tirer parti, si on peut dire, les uns des autres, et d'être capable de chacun déclencher des alertes en étant systématique. Pour moi, ce qu'il faut, c'est être systématique. Est-ce que le traitement est pris? Est-ce qu'il est bien pris? Est-ce que les mesures d'accompagnement, les mesures générales sont bien prises? Est-ce que la maladie a été proprement, correctement diagnostiquée? Et finalement, tout ça, ça peut se faire avec des checklists très simples, mais encore faut-il y penser. Donc,
Donc je pense qu'on a tous notre rôle à jouer et qu'on est complémentaires et qu'il ne faut surtout pas se dire que c'est à l'autre de faire quoi que ce soit. C'est à nous de le faire, donc il faut le faire. Et puis il faut aussi rattraper quand l'autre n'a pas eu le temps, parce qu'on est tous, on connaît nos journées. Docteur Huguel? Oui, BPCO, c'est une maladie avec beaucoup de comorbidités, Oui. donc beaucoup d'intervenants de santé Oui, c'est vrai qui gravitent aussi. autour du patient. Donc, chaque intervenant doit être une chance pour le patient d'être mieux soigné. Donc, chacun a son rôle de reformulation, de surveillance, d'information. Et je pense qu'il faut que l'information peut-être soit un peu plus facilitée entre les différents intervenants de santé. Le mot clé, c'est l'interdisciplinarité. On ne peut pas soigner tout seul un patient aussi Bien complexe. sûr. Et il faut qu'on s'y mette tous pour améliorer leur qualité de vie et faire reculer la mortalité. Alors, le titre de cette soirée, c'était le rôle très attendu du pharmacien. Donc, je vais vous reposer la question. Qu'est-ce que vous attendez en particulier des pharmaciens? Et ensuite, la même, docteur Alors, Huguel. alertez-nous si vous avez des raisons de penser que le malade ne prend pas le traitement. Vérifiez qu'il sait utiliser son dispositif d'inhalation. Quand il vient pour une bronchite, demandez-lui s'il est essoufflé et alertez-le, ou alertez-nous, mais simplement lui, vous pouvez lui dire, allez voir votre médecin, il faut lui en parler quand même. Donc, alertez-le. Pour ceux qui fument encore, parfois vous ne le savez pas, nous, ou vous le sentez au sens propre. Au sens propre. Donc, là encore, parlez-en. Vous avez un rôle aussi pour la délivrance des substituts nicotiniques, etc. Donc là aussi, c'est extrêmement important. Donc ça fait beaucoup de choses finalement. Oui. Et alors après, on sait tous qu'on ne peut pas tous tout faire à chaque fois. Donc il faut à chaque fois penser à un truc et le faire. Et puis le truc suivant, on y pensera la fois d'après. Mais pas se mettre non plus trop de pression, mais il faut y Bien penser sûr. à chaque fois. Oui. Ouais. Je pense que ce qu'on attend des pharmaciens, c'est des fois de faire le diagnostic que nous, on ne fait pas. Oui. Il faut être humble parce que quelqu'un de 40 ans qui tousse, qui fume et qui fait un peu de bronchite l'hiver, c'est potentiellement une BPCO qui s'ignore. Et nous, on est peut-être passé à côté parce qu'il n'est pas venu nous voir à chaque fois qu'il avait une décompensation, etc. Donc, pour les diagnostics, il y a des choses simples. Mais on peut passer à côté. Donc, on a besoin d'un autre intervenant pour avoir cette chance de le diagnostiquer et après de le prendre en charge. Et pour bien le prendre en charge, on a aussi besoin de vous parce que pour l'observance, je ne vais pas redire tout ce qu'a dit Bien Nicolas, sûr, oui. mais c'est fondamental. Et parfois, nous, on ne sait pas s'il prend bien ses traitements parce qu'on ne le voit pas revenir tous les mois à notre cabinet. Donc, vous le voyez plus régulièrement, et la délivrance des traitements, ou la non-délivrance plutôt des traitements, je devrais dire, devrait être un signe d'alerte et nous alerter sur ça, parce que parfois on manque d'informations à ce sujet, et bien sûr, il ne va pas s'en vanter auprès de son médecin traitant. Voilà. C'est sûr. Mais écoutez, merci à tous les deux. Je finirai peut-être simplement par dire ce que moi j'attends de vous. C'est peut-être important aussi. Non, je crois qu'on a aussi nous besoin, on a bien compris ce qu'il fallait qu'on fasse, mais de pouvoir vous joindre quand on a besoin. Ça nous sécurise. Il y a parfois, on est devant des difficultés, et de se dire qu'on peut avoir un contact avec le médecin traitant, alors c'est plus facile, ou avec le pneumo-référent du patient, c'est vrai que pour nous, c'est une sécurité. Et je pense que voilà, de pouvoir aussi dire à son patient, si le pharmacien a besoin, il peut me joindre. Je pense que toutes les conditions seront réussies pour qu'on mène à bien cette mission qui est la nôtre. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci beaucoup.